Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. On reçoit vraiment beaucoup de questions en lien avec la nutrition. Aujourd'hui, notre chroniqueuse Isabelle Huot, docteur en nutrition, va répondre en rafale aux questions reçues cette semaine. Salut Isabelle. Allô Marie. Bon, écoute, les gens ont tellement de questions pour toi, on en reçoit plein. Écoute, je te lance sur la première, beurre ou margarine? Un éternel débat. C'est drôle parce que hier, c'était lait ou boisson végétale. Puis là, mes propos vont dans le même sens. Le beurre, la liste d'ingrédients, crème, sel. La margarine, liste d'ingrédients, huile de canola. Puis ça, c'est pour les meilleures margarines parce que souvent, c'est une huile de moindre qualité. Huile de palme et de palmis modifiée. Donc, ça, on aime moins ça. Sel, beurre, arôme naturel, acide lactique. Vitamine A ajoutée, vitamine D, ça va. Lécithine de soya, EDA de calcium disodique. Donc, là, on revient entre, oui, moins de gras saturé, parce qu'on regarde le profil nutritionnel de la margarine. On l'a tellement vanté, la margarine, il y a 20 ans, pour quelqu'un qui avait un cholestérol élevé, en disant « Ah, faut que tu arrêtes de prendre du beurre, il y a trop de gras saturé, c'est néfaste pour la santé du cœur. » Et là, on s'en vient avec des margarines non hydrogénées. Oui, mais côté naturalité, gros bémol. Fait que moi, je dirais, là, entre beurre et margarine, beurre pour le goût, pour la naturalité des ingrédients, ou encore, de troquer ni beurre ni margarine et de prendre de l'huile. Notre chronique sur les huiles, on a fait le portrait des huiles parce que l'huile reste plus intéressante du point de vue de la santé cardiovasculaire. Puis maintenant, on sait qu'on peut cuisiner avec de l'huile de canola, qui est une huile au goût très neutre pour les desserts, mais c'est certain que le matin sur les rôtis, c'est pas l'idéal. Et mais si je te demande, Marie, toi, beurre ou margarine? Ah, moi, écoute, moi, je suis équipe beurre totale. Je te dirais même plus que ça. Tu sais, je suis même de l'équipe, plus il y a de beurre, meilleur c'est. Il n'y a jamais assez de beurre. J'ai aucun doute là-dessus, là. Donc, tu me confortes dans mon choix. En tout cas, à tout le moins, pas sur la quantité, mais sur le choix du produit. Ben, c'est ça que j'allais dire. Pas, OK, c'est bon commencer à manger du beurre en quantité démesurée. Non, on reste raisonnable, c'est un corps gras. Non, mais j'en mange pas pour le dessert, là. Tu sais, c'est pas ça que je suis en train de te dire, là. C'est bon. Mais il y a quand même beaucoup de gras saturés. Donc, quelqu'un qui a vraiment une hypercholestérolémie qui est difficile à contrôler, donc un taux de cholestérol très élevé, puis on fait beaucoup de modifications alimentaires. À ce moment-là, on irait en dose modérée, mais moi, mon cœur, c'est pour le beurre parce que c'est un produit, comme on dit, clean label, donc liste d'ingrédients très épurée, puis on n'est pas dans un produit ultra transformé comme la margarine. Une deuxième question qu'on a reçue, Isabelle, c'est qu'est-ce qu'on doit penser des poudres de légumes pour aider à rencontrer les recommandations nutritives, là. Donc des poudres de fruits, de légumes séchés, déshydratés, des extraits de vitamines, des minéraux, des trucs qu'on ajoute là, en se disant je vais venir compenser au cas où mon alimentation soit pas suffisante. Oui, puis ça, c'est une question d'une de tes recherchistes, justement, qu'on avait là sur le tableau des suggestions. Les poudres de légumes, il y a plusieurs marques sur le marché. Le problème, c'est que souvent, je vois les gens qui vont utiliser ce type de poudre-là dans des smoothies. On ajoute ça un petit peu partout dans son quotidien. Puis on se dit, ça y est, j'ai pris mes fruits et légumes de la journée. Donc, c'est rassurant, tu sais. C'est vrai que c'est un peu facile là, comme approche. Là. Donc, je suis curieuse de savoir si ça marche ou pas. Mais là, t'as pas l'air d'une fille qui s'en va nous dire que ça compense. C'est pas un mauvais produit en soi. Mais quand je scrute la liste d'ingrédients, il y a souvent, il y a des enzymes. Souvent, on va avoir du stevia parce que ça goûte pas super bon. Donc, on veut ajouter du goût. On va mettre des faux sucres, des édulcorants. C'est souvent du stevia parce qu'on dit, c'est plus naturel, mais ça veut pas dire que c'est meilleur pour la santé. Il y a souvent aussi un ajout de vitamines minéraux, mais dans des quantités qui sont trop importantes, qui peuvent dépasser l'apport suggéré dans une journée, par exemple. C'est pas mauvais en soi, mais il faut surtout pas se dire
que je remplace mes fruits et les légumes parce que dans les fruits et légumes, au-delà des vitamines, des minéraux, il y a des composantes phytochimiques qui sont souvent apportées par la matrice haute que juste un extrait de vitamines, de minéraux. Puis quand on regarde les études populationnelles épidémiologiques où on suit les gens dans le temps, c'est vraiment les gens qui consomment plus de fruits et de légumes qui réduisent leur risque de maladie chronique, puis un extrait ne pourra jamais remplacer ça. L'autre bémol, c'est surtout le coût du produit. C'est des produits qui se vendent très, très cher, là. Puis les gens sont prêts à dépenser tellement, que ce soit en supplément de vitamines et minéraux, pour des poudres de collagène ou encore pour des poudres de fruits et de légumes. Donc, considérant que plusieurs ont un budget serré en ce moment, je dirais c'est peut-être pas la meilleure option. C'est des produits qui sont pas étudiés non plus ou très peu réglementés. Donc, on ne sait pas si ce qu'on dit sur l'étiquette, c'est vraiment ce qu'il y a dans le produit. Je regarde Amazon, par exemple, ils ont toutes sortes de produits qui viennent d'un peu partout en Asie. Je doute la qualité de ces produits-là. C'est des produits qui sont vendus quand même cher. Puis, est-ce que c'est réellement ça, considérant qu'on n'a pas de législation qui valide le contenu du produit? Donc, un petit bémol. Un petit bémol, OK. Mais écoute, on est avisé. Hein? Donc, oui. Une autre question qu'on a reçue, Isabelle, c'est sur les seltzer. On va quand même définir parce que je suis pas sûre qu'au quotidien, on appelle ça nécessairement comme ça, mais tu sais, c'est les boissons qui sont pétillantes, qui contiennent là, souvent autour de 4-5 % d'alcool, là, qui est bien à la mode les journées comme les vendredis où il fait chaud, où on s'en va au parc ou sur une terrasse. On a fait une chronique ensemble sur l'alcool, sur la bière, mais pour ces produits-là, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses? C'est fou la croissance des ventes des prêts à boire, que ce soit la SAQ dans les épiceries, les dépanneurs. Il y a beaucoup de produits québécois. On se rappelle que les calories dans une boisson alcoolisée viennent de l'alcool essentiellement. Donc, c'est des produits peu alcoolisés, un peu comme la bière, entre 4 et 5 %, tu le mentionnais. C'est des produits qui ont très peu de sucre par rapport à la bière, par exemple. La bière, c'est pas tant du sucre, c'est des glucides. Une bière régulière a peut-être 13 à 15 grammes de glucides. Un seltzer va apporter entre 1 et 5 grammes de sucre. Donc, 5 grammes de sucre, c'est l'équivalent d'un petit sachet de sucre. Donc, très peu sucré. Il y a du sucre de canne dans la plupart des listes d'ingrédients, mais en quantité quand même peu significative, si bien qu'une canette va apporter à peu près 100 calories. Donc, je suis surprise que tu dis ça, Isabelle. Je pensais que c'était des produits. Oui. J'ai pas eu la curiosité de regarder parce que c'est pas j'en bois pas, là, mais je pensais que c'était quelque chose de très sucré. Non, c'est très peu sucré. Ici, j'ai les teneurs en sucre d'une dizaine de seltzers sur le marché. Donc, la définition, c'est quoi? C'est une eau pétillante aromatisé, alcoolisé. Puis il y a toutes sortes de saveurs de fruits là pour rendre le tout agréable. Puis les listes d'ingrédients, donc en premier de l'eau gazéifiée, c'est soit une base de gin, de vodka ou une base de malt. Si c'est une base de spiritueux, ça va être à la SAQ. Si c'est une base de malt, ça va être épicerie ou dépanneur. Et dans les listes d'ingrédients, là justement, on a du sucre de canne pour la plupart, pour une teneur en sucre entre 1 gramme et 5 grammes, là, selon les variétés, 100 calories. Ce que j'aime moins, c'est les listes d'ingrédients. Donc, benzoate de sodium, sorbate de potassium, citrate de sodium. Il y a des arômes naturels, parfois artificiels, des colorants naturels, parfois artificiels. Donc, on revient encore une fois à la naturalité des ingrédients. Mais côté calories, côté sucre, c'est bien. Le danger, c'est que tu peux cumuler facilement. Ça se boit un petit peu comme du jus, comme c'est peu alcoolisé, ça a un petit goût très fruité. Je dirais que les femmes adorent ce type de boisson-là parce qu'on a souvent des saveurs exotiques, pina colada, des saveurs de fruits. Donc, un petit drink allégé. Là, comme experte en nutrition, je dis pas non là sur la valeur nutritive, étant donné qu'il y a quand même peu de calories, peu de sucre, peu d'alcool. Puis une dernière question, Isabelle, mais celle-là, va falloir que tu me guides. Là. C'est, doit-on éviter les aliments qui sont riches en lectine? Donc, avant de me dire si on doit les éviter, je vais avoir besoin que tu me dises c'est quoi des aliments qui sont riches en lectine?
Mais c'est fou en nutrition comment à chaque fois il faut accuser, tu sais, on accuse le gluten ou on accuse l'aspartame, la nouvelle qui est sortie, je voulais t'en glisser un mot aujourd'hui, comme quoi l'aspartame est potentiellement cancérigène, donc un édulcorant. Les lectines, c'est une protéine qu'on trouve essentiellement dans des produits d'origine végétale, donc essentiellement dans les légumineuses. Bon, il y en a qui disent c'est super mauvais, ça crée des intolérances alimentaires, c'est toxique, il faut éviter tout aliment qui contient des lectines. En fait, les lectines ont une entrave l'absorption de certaines vitamines et minéraux. Donc, entre autres, calcium, fer, phosphore, zinc. Ça va diminuer l'absorption. Mais quand on cuit l'aliment, je pense aux légumineuses qui sont la source numéro 1 de lectine dans notre alimentation. Quand on cuit l'aliment, ben ça va détruire les lectines. Il y a eu un cas au Canada en 1980. Les lectines, non, si les légumineuses ne sont pas suffisamment cuites, ça a créé une toxicité, des nausées, des vomissements. C'était comme une intoxication aux lectines qui était présente dans les légumineuses. Mais on n'a pas à s'en inquiéter parce que les légumineuses, on mange ça cuit la plupart du temps, ben toujours, ou on les fait tremper, ce qui va dénaturer les lectines aussi. Puis il y a tellement d'avantages d'intégrer des légumineuses dans son alimentation que de dire « Hey, je mange plus de légumineuses parce qu'il y a des lectines ». Non, on en mange parce qu'il y a des fibres, des vitamines, des minéraux. Il y a vraiment un profil nutritionnel super intéressant. Puis si les légumineuses sont suffisamment cuites, les lectines sont détruites, donc on n'a pas à s'en inquiéter. Puis l'aspartame, tu voulais finir là-dessus. Oui. Effectivement, là, c'est la nouvelle de l'OMS qui dit que c'est potentiellement cancérigène. Mais moi, ma première question, c'est si on en mange une petite dose dissipée dans plein de choses ou il faut en manger une tasse par jour pour que ce soit vraiment cancérigène? Parce que des fois, c'est la dose fait le poison, là, mais de l'aspartame, c'est pas quelque chose qu'on consomme nécessairement en grande quantité non plus, là. Ben voilà, ça résume bien parce que ça dépend de la dose, en fait. Il y a différents niveaux quand on classe un aliment. Par exemple, les charcuteries sont cancérigènes, les viandes rouges potentiellement cancérigènes, l'aspartame pourrait être cancérigène. Donc, on n'a pas assez de données probantes pour dire c'est cancérigène. La dose, tout est une question de dose. La part maximale tolérable pour Santé Canada et l'OMS, c'est 40 mg par kilogramme de poids. Il faudrait prendre énormément de boissons gazeuses diète, de gomme à mâcher, de produits qui contiennent l'aspartame. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais ceci dit, j'ai toujours été contre les édulcorants. Les édulcorants, pour moi, n'apportent absolument rien de positif dans l'alimentation. Donc, le moins on en a, le mieux c'est pour sa santé globale. Mais de là à dire que je prends un coke diète et j'ai un risque de cancer, je pense qu'on n'est pas là, encore une fois. Mais gardons notre message de manger des aliments moins transformés et ça implique des aliments sans édulcorants. Bon, un autre dossier de régler avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Bon Bye. week-end. Bye.